Vous passez des heures à choisir, semer, puis faucher vos engrais verts, pour des résultats souvent décevants. Votre sol semble s'améliorer un peu, puis redevient compact et fatigué. Et si je vous disais que tout ce travail est peut-être inutile, voire contre-productif? Bonjour à tous les passionnés de jardinage. Aujourd'hui, on va briser un tabou. On va mettre de côté les engrais verts, cette pratique que tout le monde recommande, pour découvrir une méthode bien plus simple, plus efficace et radicalement plus bénéfique pour la vie de votre sol. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait transformer votre manière de jardiner pour toujours. Pour bien comprendre, revenons rapidement sur la promesse des engrais verts. L'idée est séduisante, il faut l'avouer. On sème des plantes comme la facélie, la moutarde ou le seigle. Elles poussent vite, couvrent le sol pour le protéger de l'érosion, et leurs racines travaillent la terre. Ensuite, on les fauche et on les incorpore au sol. Elles se décomposent et libèrent de l'azote, agissant comme un engrais naturel et apportant de la matière organique. Sur le papier, c'est un cercle vertueux. Cette technique est utilisée depuis des siècles en agriculture pour maintenir une certaine fertilité entre deux cultures principales. C'est une méthode qui a fait ses preuves dans un certain contexte. Mais ce contexte, celui de l'agriculture extensive, est-il vraiment le même que celui de notre potager? Et surtout, est-ce la méthode la plus optimale pour créer un sol vraiment vivant et autonome? C'est là que le bât blesse. Le premier problème majeur des engrais verts, c'est le travail qu'ils demandent. Il faut préparer le sol, semer à la bonne densité, surveiller la levée. Mais le plus critique, c'est le moment de la destruction. Si vous attendez trop longtemps, les plantes montent en graines et deviennent des mauvaises herbes pour l'année suivante. Si vous les coupez trop tôt, l'apport en biomasse est faible. Et surtout, il faut les faucher, les broyer, puis souvent les incorporer au sol. Cela signifie sortir la motobineuse ou la grelinette, donc retourner la terre. Or, chaque fois que l'on travaille le sol, on détruit sa structure fragile, on expose son humus à l'oxydation et on massacre des milliers d'organismes vivants, notamment les réseaux de champignons qui sont les véritables architectes de la fertilité. On passe donc beaucoup de temps et d'énergie à faire pousser des plantes, pour ensuite perturber violemment le milieu qu'on cherchait à améliorer. C'est un paradoxe fondamental qui devrait nous faire réfléchir. N'est-ce pas étrange de devoir détruire pour construire? Parlons maintenant de la nature de la matière organique apportée. Les engrais verts, une fois fauchés, sont ce qu'on appelle de la matière verte, très riche en azote et pauvre en carbone. Elle se décompose très vite. C'est un peu comme donner un sucre rapide à votre sol. Il y a un pic d'activité microbienne, une libération rapide de nutriments, et puis, plus rien. Cet apport ne construit pas d'humus stable, cette substance noire, spongieuse et riche, qui est le véritable trésor du jardinier. Pour créer de l'humus durable, le sol a besoin d'un régime alimentaire équilibré, et surtout riche en carbone. Pensez à une forêt. Personne ne vient semer d'engrais verts. Ce sont les feuilles mortes et le bois mort, des matières plus très carbonées, qui tombent au sol et le nourrissent en continu. Les engrais verts fournissent un repas rapide, mais ils ne bâtissent pas le garde-manger à long terme de votre sol. On reste dans une logique de dépendance, où le sol a constamment besoin de nouveaux apports pour rester productif. Un autre aspect, souvent négligé, est la compétition. Si vous semez un engrais vert à l'automne pour couvrir le sol en hiver, c'est une bonne chose. Mais que se passe-t-il au printemps? Il faut le détruire suffisamment tôt pour pouvoir planter vos légumes. Cela crée une fenêtre de temps où le sol se retrouve à nu, exposé au soleil, au vent et aux pluies battantes. C'est précisément ce qu'on voulait éviter. De plus, certains engrais verts, comme le seigle, ont des effets allélopathiques, c'est-à-dire qu'ils libèrent des substances qui peuvent inhiber la germination des graines de vos futurs légumes. Vous pensiez aider votre sol, mais vous créez en réalité un environnement hostile pour vos prochaines cultures. Il faut alors attendre plusieurs semaines après sa destruction avant de pouvoir semer, un temps précieux au potager. On se retrouve coincé dans un calendrier strict, dicté par le cycle de vie de l'engrais vert plutôt que par nos propres besoins de jardinier. Maintenant, changeons complètement de perspective. Oublions l'idée de nourrir les plantes et concentrons-nous sur une seule et unique chose, nourrir la vie du sol. Votre sol n'est pas un simple support inerte,
C'est un écosystème incroyablement complexe, une métropole souterraine peuplée de milliards de bactéries, de champignons, de protozoaires, de nématodes et bien sûr de nos amis les vers de terre. Ce sont eux, les véritables jardiniers. C'est cet ensemble qu'on appelle le réseau trophique du sol qui rend les nutriments disponibles pour les plantes, qui structure la terre pour permettre à l'air et à l'eau de circuler et qui protège les cultures des maladies. La méthode que je vais vous présenter ne vise pas à apporter un engrais, mais à fournir le gîte et le couvert à toute cette population. Si vous prenez soin d'eux, ils prendront soin de vos plantes de manière bien plus efficace que n'importe quel engrais, qu'il soit vert ou en granulé. Au cœur de cette vie du sol, il y a une distinction capitale à comprendre, la différence entre un sol dominé par les bactéries et un sol dominé par les champignons. Les sols très perturbés, labourés ou recevant beaucoup de matières fraîches et azotées comme les engrais verts sont généralement à dominance bactérienne. Les bactéries sont les spécialistes de la décomposition rapide. Elles sont essentielles, mais elles ne construisent pas de structure durable. À l'opposé, les sols forestiers, stables et incroyablement fertiles, sont à dominance fongique. Les champignons mycéliens tissent des réseaux d'ifs, des filaments microscopiques qui agglomèrent les particules du sol, créant une structure grumeleuse, aérée et stable. C'est cette structure qui résiste à l'érosion et retient l'eau comme une éponge. Pour un potager sain et productif, nous voulons nous rapprocher de cet équilibre forestier, en favorisant le développement de ces précieux champignons. Alors, comment favoriser les champignons? La réponse est simple, en leur donnant ce qu'ils aiment manger. Et leur plat préféré? C'est le carbone complexe et ligneux. Le bois, la paille, les feuilles mortes, le carton, toutes ces matières brunes sont le carburant des champignons. C'est l'exact opposé des engrais verts, qui sont une nourriture pour bactéries. C'est là qu'intervient la méthode alternative, le paillage permanent avec des matériaux riches en carbone. Au lieu de couvrir temporairement le sol avec des plantes affauchées, nous allons le couvrir en permanence avec une épaisse couche protectrice et nutritive qui va lentement se décomposer par le dessus, exactement comme la litière en forêt. Cette technique imite la nature à la perfection et va enclencher un processus de création de sol extraordinairement puissant. On ne parle plus d'amender le sol, mais de le construire année après année. L'ingrédient magique, le champion toute catégorie de cette approche, est le bois raméal fragmenté, plus connu sous l'acronyme BRF. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de jeunes branches d'arbres feuillus, d'un diamètre inférieur à 7 cm, qui sont broyées. Pourquoi ces jeunes branches spécifiquement? Parce qu'elles contiennent un ratio carbone sur azote idéal et sont encore gorgées de nutriments, de sucre et de lignine peu polymérisée. C'est un véritable festin 5 étoiles pour les champignons lignivores, ceux qui sont les plus efficaces pour créer de l'humus stable. En étalant une couche de BRF de quelques centimètres à la surface de votre sol, vous inoculez et nourrissez une vie fongique qui va complètement transformer votre terre. Au bout de quelques mois, en soulevant le paillis, vous découvrirez un réseau blanc et dense de mycélium, et en dessous, une terre noire, meuble et sentant bon la forêt. Attention, il y a quelques règles à respecter avec le BRF pour éviter les déconvenues. Le BRF, frais, en se décomposant, peut provoquer un phénomène appelé fin d'azote. Les micro-organismes qui le décomposent ont besoin d'azote pour travailler et vont le puiser dans les couches supérieures du sol, le rendant temporairement indisponible pour vos plantes. C'est pourquoi il ne faut jamais, au grand jamais, l'enfouir. Il doit toujours rester en surface. Idéalement, on l'applique à l'automne pour qu'il ait tout l'hiver pour commencer son processus de transformation. Si vous l'appliquez au printemps, il est sage d'ajouter une source d'azote en dessous, comme une fine couche de compost mûr ou de tonte de gazon, pour compenser ce phénomène. Le BRF n'est pas un paillage comme les autres, c'est un véritable processus aggradant, c'est-à-dire qui construit le sol en permanence. Le BRF est fantastique, mais ce n'est pas la seule option. Si vous n'avez pas accès à du broyat de branches, ne vous inquiétez pas, le principe reste le même. Couvrir le sol avec du carbone. La paille est une excellente alternative, facile à trouver et peu coûteuse.
Les feuilles mortes à l'automne sont une ressource gratuite et incroyablement précieuse. Ne les brûlez jamais, ne les emmenez jamais à la déchetterie. C'est de l'or brun pour votre jardin. Vous pouvez aussi utiliser du foin, des tontes de gazon séchées ou même du carton brun sans encre ni ruban adhésif. L'idéal est de varier les apports pour nourrir une plus grande diversité d'organismes. Chaque matériau a ses propres caractéristiques de décomposition et ses propres bénéfices. L'important est de garder le sol couvert toujours, toute l'année. Un sol nu est un sol qui meurt. Concrètement, comment mettons cela en place? Imaginez que vous partez d'une pelouse ou d'une parcelle en friche. Pas besoin de bêcher ou de passer le motoculteur. C'est ce qu'on appelle la technique du jardin en lasagne ou du compostage de surface. La première étape consiste à poser des cartons bruns directement sur l'herbe. Chevauchez-les bien pour qu'aucune lumière ne passe. Le carton va étouffer les herbes indésirables et se décomposer en quelques mois, attirant au passage les vers de terre qui adorent ça. Cette première couche est en votre base. Elle remplace le labour. Vous commencez à construire votre sol par-dessus l'ancien, sans aucune perturbation. C'est une révolution douce qui respecte la structure en place et utilise les mauvaises herbes comme une première couche de matière organique qui se décomposera sur place. Une fois votre couche de carton posée et bien arrosée pour qu'elle épouse la forme du sol, il est temps d'ajouter la couche activatrice. C'est ici que vous pouvez apporter des matières plus riches en azote pour donner un coup de fouet au démarrage. Une couche de 5 à 10 cm de compost bien mûr est idéale. Si vous n'en avez pas, du fumier décomposé, des tontes de gazon fraîches en fines couches pour éviter qu'elles ne pourrissent, ou même des déchets de cuisine feront l'affaire. Cette couche va fournir les nutriments de départ pour vos premières cultures et l'énergie nécessaire aux micro-organismes pour commencer à décomposer le carton en dessous et le paillage au-dessus. C'est le cœur de la lasagne, la couche la plus riche qui va nourrir à la fois le sol en dessous et les plantes que vous installerez dedans. Enfin, vient la couche finale, la plus importante, le paillage carboné. C'est le bouclier protecteur de votre sol. Appliquez une couche épaisse, d'au moins 15 à 20 cm, de BRF, de paille, de feuilles mortes ou d'un mélange de tout cela. N'ayez pas peur de l'épaisseur, car elle va se tasser avec le temps. Cette couche va jouer de multiples rôles. Premièrement, elle va empêcher la lumière d'atteindre le sol, ce qui supprimera la quasi-totalité des herbes indésirables. Adieu les heures de désherbage. Deuxièmement, elle va agir comme une éponge, absorbant l'eau de pluie et la restituant lentement au sol, réduisant ainsi drastiquement vos besoins en arrosage. Et troisièmement, et c'est le plus important, elle va se décomposer très lentement par le bas, au contact du sol humide, nourrissant en continu l'écosystème que vous êtes en train de créer. Une fois votre lasagne prête, vous pouvez planter immédiatement. Pour planter un jeune plant de tomates ou de courgettes, il suffit d'écarter le paillage à l'endroit désiré, de percer le carton et la couche de compost avec un plantoir et d'installer votre motte. Vous n'avez même pas besoin de creuser dans le sol en dessous. Les racines de la plante vont trouver tout ce dont elles ont besoin dans la couche de compost au début, puis elles vont explorer plus profondément au fur et à mesure que le sol en dessous s'améliore grâce à l'action des vers de terre et des micro-organismes. Pour les semis, le principe est le même. Écartez le paillage, déposez une ligne de terreau ou de compost fin dans laquelle vous sèmerez vos graines. Vous cultivez ainsi sur un sol en cours de création, un sol qui devient plus riche chaque jour. Maintenant, parlons des bénéfices mis à long terme, car c'est là que cette méthode surclasse totalement les engrais verts taillis. Après 1 ou 2 saisons, la structure de votre sol aura été complètement métamorphosée. L'activité biologique intense, notamment celle des vers de terre et des champignons, aura créé un sol grumeleux, stable, aéré et d'une couleur brun foncé. Cet humus que vous avez créé est une réserve phénoménale de nutriments qui sont libérés lentement et au rythme des besoins des plantes. Vous n'avez plus besoin d'ajouter d'engrais. Le sol est devenu autonome. Il se nourrit lui-même grâce au paillage que vous ne faites que renouveler en surface 1 ou 2 fois par an. Vous êtes passé d'une logique de fertilisation à une logique de régénération. L'un des avantages les plus spectaculaires est la gestion de l'eau.
Un sol riche en matière organique, avec une structure aérée créée par la biologie, peut retenir des quantités d'eau incroyables. On estime qu'augmenter le taux de matière organique de 1% permet de stocker des dizaines de milliers de litres d'eau supplémentaire par hectare. Concrètement, pour votre potager, cela signifie que même en cas de canicule, votre sol restera frais et humide plus longtemps sous son paillis. Vous arroserez beaucoup moins souvent, voire plus du tout dans certaines régions une fois le système bien établi. C'est un atout majeur face aux changements climatiques et aux restrictions d'eau de plus en plus fréquentes. Votre jardin devient résilient et économe. C'est une véritable assurance contre la sécheresse. Et la question des maladies et des ravageurs? Un sol vivant et équilibré produit des plantes saines et vigoureuses. Une plante qui a accès à un large éventail de nutriments et d'oligo-éléments grâce au réseau mycélien est capable de construire des défenses immunitaires bien plus robustes. Elle était moins susceptible d'être attaquée par les pucerons ou de développer des maladies comme le mildiou. De plus, le paillage en surface crée un habitat pour une multitude de prédateurs naturels des ravageurs comme les carabes, les staphylins ou les araignées. Vous créez un écosystème qui s'autorégule. Vous n'avez plus besoin de traiter, car la nature fait le travail à votre place. Vous passez moins de temps à combattre les problèmes et plus de temps à profiter des récoltes. Cette méthode est aussi incroyablement flexible. Contrairement aux engrais verts d'eau qui occupent une parcelle pendant des mois, le paillage permanent vous permet de cultiver en continu. Dès qu'une culture est terminée, vous arrachez simplement les restes, ou mieux, vous coupez la plante à la base en laissant les racines dans le sol pour nourrir la vie microbienne. Vous rajoutez un peu de compost à cet endroit si besoin, vous remettez le paillage en place, et vous pouvez planter autre chose immédiatement. Il n'y a plus de période de jachère ou d'attente. Votre potager est productif du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne, et même en hiver, sous le paillis, la vie continue de travailler et de préparer le sol pour la saison suivante. C'est une intensification écologique de la production. On pourrait penser que cette méthode demande une grande quantité de matière organique au départ. C'est vrai, la première année, il faut rassembler du carton, du compost et du paillage. Mais voyez cela comme un investissement initial. Une fois le système en place, les besoins diminuent considérablement. Vous n'aurez plus qu'à recharger la couche de paillage qui se décompose. Toutes les ressources de votre jardin deviennent utiles. Les feuilles mortes, les tontes de gazon, les tailles de haies. Vous créez un cycle fermé où les déchets du jardin deviennent la nourriture du sol, qui à son tour nourrira vos légumes. Vous réduisez votre dépendance aux intrants extérieurs, que ce soit les engrais du commerce ou même les sacs de terreau. Votre jardin devient de plus en plus autonome. Cette approche change aussi radicalement votre rôle en tant que jardinier. Vous n'êtes plus un laboureur qui se bat contre la terre, un désherbeur qui lutte contre les adventices, un fertiliseur qui nourrit artificiellement ses plantes. Vous devenez un berger de la vie du sol. Votre principal travail consiste à observer, à vous assurer que votre troupeau de micro-organismes a toujours de quoi manger en surface, à maintenir cette couverture protectrice. C'est un travail beaucoup moins physique, plus réfléchi et infiniment plus gratifiant. Vous collaborez avec des milliards d'alliés invisibles pour co-créer un écosystème fertile. C'est le cœur même de la permaculture et de l'agriculture régénérative. En conclusion, abandonner les engrais verts au profit d'un paillage carboné permanent, c'est bien plus qu'un simple changement de technique. C'est un changement de paradigme. On passe d'une vision à court terme, celle de l'amendement, à une vision à long terme, celle de la construction d'un capital sol. On cesse de perturber le sol pour le laisser travailler en paix. On arrête de le nourrir avec des sucres rapides pour lui offrir une alimentation riche et durable qui favorise les organismes les plus bénéfiques. C'est une méthode qui demande moins de travail, moins d'eau, aucun intrant chimique, et qui produit des légumes plus sains sur un sol qui s'améliore d'année en année. C'est, à mon sens, la voie la plus intelligente et la plus respectueuse pour jardiner au XXIe siècle. Alors, pour résumer, au lieu de vous épuiser dans le cycle semé, fauché, incorporé des engrais verts pour un bénéfice limité et temporaire, je vous invite à essayer cette approche.
Couvrez votre sol une bonne fois pour toutes, avec du carton, du compost et une épaisse couche de BRF ou de paille. Ensuite, laissez faire la nature. Vous serez stupéfait de la vitesse à laquelle un sol, même pauvre et compact, peut se transformer en une terre de jardin riche, vivante et facile à travailler. C'est la promesse d'un jardinage plus simple, plus productif et en totale harmonie avec les processus naturels. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a ouvert de nouvelles perspectives. Et vous, quelle est votre expérience avec les engrais verts? Avez-vous déjà testé le paillage permanent au BRF? Racontez-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si ça vous a plu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines révolutions au jardin. À très bientôt!